Alors, on va démarrer avec l'énoncé du cas. Le client s'appelle CamPro. C'est une start-up qui est basée à Station F à Paris, qui vend des caméras d'action qui sont portables et qui a développé donc une nouvelle technologie pour ces caméras-là, et qui permet en fait d'avoir une qualité supérieure pour des vidéos et les photos. Le CEO de CamPro vient nous voir parce qu'il estime que la croissance de sa startup stagne et aimerait donc remédier à ce problème, trouver des voies pour croître, tout simplement. Première partie, donc il faut toujours reformuler le cas comme on fait à chaque fois. Je vais le reformuler parce que c'est encore une fois un cas simple. Il n'y a pas énormément de choses qu'on va vous donner en énoncé. Mais là, il s'agit donc d'un client qui s'appelle CamPro. C'est une startup qui produit, commercialise des caméras d'action. Le problème que rencontre aujourd'hui le CEO, c'est que les revenus stagnent et aimerait trouver des voies pour augmenter ses revenus. Une fois qu'on s'est dit ça, une fois que vous avez reformulé le cas, on pose donc les questions clarificatrices, en général entre 3 et 5, qui vont vous permettre, en fait, le but de ça, c'est soit d'éclaircir des choses que vous n'avez pas comprises et qui ont été déjà discutées lors de l'énoncé, ou même anticiper des questions futures qui vont vous aider pour votre structure de cas et même pour répondre potentiellement à certains points par la suite. Mais c'est surtout pour réfléchir au mieux à la structure la plus adaptée au cas et qu'on comprenne tous, qu'on soit tous alignés sur le problème qui est soulevé aujourd'hui. Et comme on l'a vu souvent lors de cas qui ont été faits, il y a plusieurs possibilités pour ces questions clarificatrices. Elles peuvent à la fois permettre d'éclaircir les objectifs. Donc là, c'est vraiment lié à la problématique pour être sûr qu'on comprend bien ce qu'il y a derrière la tête le client. Les objectifs peuvent être de différentes natures. Ça peut être quantitatif, ça peut être vraiment, on veut augmenter nos revenus de combien. Ça peut être aussi en termes de timeline, à quel horizon de temps. On peut aussi essayer de comprendre un peu plus le marché en restant très précis. Il faut poser une question précise, on ne peut pas tout explorer. On peut essayer de comprendre mieux le business model, ce qui est commercialisé, comment c'est commercialisé, la géographie, le scope. Voilà, il y a plein de possibilités. Il ne faut évidemment pas poser toutes les questions, ça dépend du cas, mais c'est juste des pistes pour vous aider à avoir des questions assez précises en fonction du cas que vous allez avoir. Si vous avez des idées de questions qui vous viennent, n'hésitez pas à lever la main ou à les écrire dans le chat. Est-ce qu'on a des questions, Ziad? Je ne suis pas Ah, sûre de voir. toujours pas pour l'instant. Pas de questions? J'ai une main levée par contre. Ok. Euh, Bonjour. Alors, j'avais des questions. Alors, plusieurs, bon, je vais toutes les lister comme ça après, vous pourrez y répondre. Déjà, de comprendre c'était quoi les caméras d'action exactement, ce que ça signifiait. Enfin, du coup, comprendre le produit. Si on connaissait les raisons de la stagnation des revenus, si c'était du marché ou si c'était lié à l'entreprise. Et après, sur les objectifs de croissance, est-ce qu'on avait des idées un petit peu plus précises? Et est-ce qu'on était prêt à explorer, par exemple, croissance organique ou M&A, si on avait déjà un peu une idée de comment driver cette croissance? Merci beaucoup. Ouais, c'est des bonnes questions. Donc, la première question, c'est lié au produit. Ça, c'est une bonne question. En effet, si ce n'est pas très clair, il faut évidemment élucider ça. En l'occurrence, il s'agit d'une caméra qui fait photo et vidéo, qui est de petite taille, qui est portable et qui est surtout utilisée pour tous les sports d'action. En fait, ça s'est aussi un peu diversifié et depuis peu, elle est aussi utilisée pour des activités de loisirs. Voilà, donc ça, c'est la caméra, enfin, c'est le produit principal et c'est vraiment le produit que la startup commercialise. Euh, Si j'élargis un peu peut-être cette question un peu au business model de la startup, ce que la startup ne fait pas, c'est qu'elle ne fabrique pas le produit. Elle passe des contrats en fait avec des fabricants directement en Chine et ensuite elle s'occupe de la distribution et de la vente du produit. Et voilà, donc ça c'est sur la partie plus fonctionnement du modèle de commercialisation, en tout cas de la production à la commercialisation, donc toute la chaîne de valeur. Et ensuite, tu as posé pas mal de questions sur le marché, etc. Et c'est exactement les questions qu'on va
aborder par la suite et qui vont nous permettre de répondre à la problématique du client. Sur ta question de l'objectif, le CEO n'a pas forcément d'objectif précis. Il veut juste vraiment que ses revenus voir ses revenus croître. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il a une stagnation. On est en flat croissance, donc il veut vraiment juste croître. Et ensuite, le plus, le mieux, hein, forcément. Mais il n'a pas. Il aimerait d'abord qu'on lui dise un peu les possibilités pour qu'on puisse nous chiffrer par la suite les opportunités. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu avais d'autres questions ou pas? Ou est-ce que j'ai pas répondu à toutes les questions? Moi, de mon côté, c'était clair. Après, Ok. après Est-ce une qu'il y a d'autres? question. Ouais. Merci. Ok, bah si c'est clair, merci. Ouais. Est-ce que certains ont d'autres questions? J'ai une question sur le Q&A. Depuis combien de temps il vend? Quels sont les CA des années précédentes? Alors, ça, on abordera plus tard toute la question plus quantitative. Je ne dis pas que c'est pas du tout des mauvaises questions. La bonne question en vrai, c'est en effet l'objectif pour essayer de quantifier vraiment précisément ce qu'on cherche à atteindre. On y viendra par la suite du cas. Et j'avais une question en plus par rapport au format. C'est nécessairement entre 3 et 5 questions. On ne peut pas en poser plus pendant les questions clarificatrices. Non, alors c'est pas interdit d'en poser plus, mais honnêtement, c'est trop d'en poser 6, 7. C'est vraiment. On passera beaucoup trop de temps sur des questions clarificatrices, en sachant, comme vous le voyez, en fait, qu'il y a pas mal de questions qui vont ensuite être abordées lors du cas. Typiquement, le marché, etc. Et on va tout de suite vous guider sur un peu la voie qu'on veut, parce qu'on a déjà des réponses qu'on a du client, par exemple, hein, qui connaît bien sa boîte. Donc, on va très vite vous guider. Donc, je pense que non, moi, la moyenne, c'est vraiment 3-5 et c'est vraiment des questions qui vont vous permettre d'avancer. Donc, typiquement, là, la question sur le produit, c'est important parce que si vous ne comprenez pas la base, c'est difficile de se projeter, d'avoir des bonnes mêmes idées plus qualitatives sur les réponses qu'on peut apporter. Le business model, les objectifs, etc. Là, c'est vrai que les objectifs, on reste encore un peu flou parce que juste le CEO n'a pas forcément d'idées précises de quantification. Mais en tout cas, on sait qu'il veut juste croître. Mais il y a des cas où vous aurez vraiment un objectif chiffré, surtout quand il s'agit d'entreprises plus établies qui vous diront que historiquement, elles font tant, elles veulent augmenter de X% par an, etc. Là, c'est un peu plus particulier parce que c'est un nouveau produit, c'est une startup, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué de quantifier. Mais donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas dépasser 5 questions au risque de passer trop de temps sur des questions clarificatrices, en sachant que le cas derrière, c'est ce qui compte. Et c'est la partie plus de structuration, ensuite la question plus numérique et les réponses avec vraiment notre recommandation en tant que cabinet de conseil. J'ai pas mal de questions sur le Q&A. Première question, où est-ce que le produit est distribué? Alors, c'est en France et à l'international. Ok. Et où se positionne le produit sur le marché, pricing premium ou plutôt average? Average. Alors, oui, ça, c'est une question intéressante. Donc, on va vous donner le prix. Elle est vendue à 250 euros, la caméra, la Cam Pro. C'est un prix qui est assez compétitif sur le marché. Donc, ils sont quand même bien établis en France et dans les quelques pays à l'international là où ils sont, et où il y a un marché pour ça. Donc, c'est un prix qui est moyen. Donc, mais ça reste une caméra de bonne qualité, hein. Donc, mais c'est un peu la moyenne qui se fait sur le marché. Autre question, quels sont les canaux de commercialisation ainsi que de communication utilisés par l'entreprise? Voilà, ça c'est aussi une bonne question qui est assez. Enfin, l'enchaînement de questions qu'on a, c'est des questions très précises. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet vraiment de répondre de manière simple. Sur les canaux de distribution, alors ils ont un site internet en ligne, donc ils vendent en ligne, mais ils ont aussi des retailers et des distributeurs. Et est-ce qu'on a de la concurrence pour ce genre de produit? Oui, ils n'ont pas tout le marché dans les pays où ils sont, hein. Ils n'ont pas 100% en taux de pénétration du marché. Mais en tout cas, c'est une caméra qui est de bonne qualité. Ils ont un certain pourcentage du marché. Ils pénètrent bien le marché. Et ils ont un prix qui leur permet aussi d'être concurrentiels. Donc ce ne sont pas les seuls, mais c'est une caméra qui est tout à fait, enfin, qui continuera à se vendre et qui a une super R&D. Donc, pas de sujet à ce niveau-là.
J'ai une autre question par rapport cette fois-ci au format. Pour mieux comprendre le produit, est-ce qu'on peut se rapporter à quelque chose que l'on connaît? Par exemple, est-ce que c'est le même type de produit que les GoPro? Oui, tout à fait. Ça, en fait, vous n'êtes pas obligé de le dire pendant le cas, mais en effet, c'est une bonne intuition à avoir. Ça va vous permettre de vous mieux concrètement répondre à la question, puisque a priori, vous savez ce que c'est qu'une GoPro. Et là, en plus, Cam Pro, c'est assez similaire. On vous explique la caméra. Si vous connaissez la GoPro, vous pouvez tout de suite, enfin, dans vos têtes, vous pouvez l'assimiler à ça. Et donc, vous avez quelque chose de vraiment concret, tangible auquel vous rapporter. On va peut-être avancer. Du coup, on a eu pas mal de questions et c'est toutes les questions qu'on a déjà balayées. Donc, le business model, on en a parlé. Le produit qui nous a été posé comme question, le prix de même. Et où sont distribuées les caméras, les trois canaux de distribution que sont les distributeurs, les retailers et le site web de l'entreprise. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut proposer du coup une structure pour répondre à la question qui est d'augmenter les revenus qui aujourd'hui stagnent. On peut vous laisser un peu de temps pour réfléchir à la structure que vous proposeriez pour répondre à cette question. Si quelqu'un ensuite veut soit l'écrire sur le chat ou même lever la main pour participer, c'est encore mieux. N'hésitez pas. Sur un cas de ce type, hein, qui est vraiment un cas classique, vous allez voir, pas très compliqué. Il y a des structures qui sont aussi très classiques auxquelles vous pouvez vous rapporter. Euh, et vous allez voir, la structure qu'on propose est assez classique aussi. Et honnêtement, sur un cas de ce genre, c'est ce qu'il faut faire parce que ça va vous permettre d'être assez exhaustif, de tout balayer. Et ensuite, comme je vous le disais, le plus important, c'est vraiment d'être à l'écoute parce qu'il va y avoir des directions qui vont être prises pour vous permettre de vous focaliser tout de suite sur ce qui compte. Parce que, en fait, en l'occurrence, le CEO aura déjà balayé pas mal de choses et ne voudra pas prendre des directions ou passer du temps sur certains sujets qu'il considère comme étant déjà vus et connus. Mais sur la structure, quand bien même, il faut vraiment être exhaustif, tout balayer, tout proposer. Et c'est l'importance de la structure. C'est vraiment d'être à la fois concis, mais exhaustif. J'ai toujours pas de proposition pour Pas de l'instant. proposition? Bon, bah, je vais avancer. Ok. Ah, attends, on a quelqu'un. Mathieu, tu peux normalement Oui, parler. oui. Euh, alors pour améliorer les relais de croissance de l'entreprise, déjà dans un premier temps, j'aimerais analyser l'état actuel de l'entreprise par rapport à son marché pour essayer de comprendre si par exemple c'est juste un marché qui est en train de stagner et qui a moins de potentiel de croissance et donc il faudra essayer de gratter des parts de marché à la concurrence, etc. Donc plutôt une analyse marché. Après, dans un deuxième temps, essayer de comprendre si on peut réaliser une croissance organique avec le produit qu'on a déjà. Donc, essayer d'avoir des nouveaux canaux de distribution ou aller vers un marketing différent, par exemple des partenariats un peu sportifs, comme on l'a avec Red Bull, etc. Euh, Dans une troisième partie, j'aimerais regarder un peu s'il n'y a pas des opportunités de diversification, que ce soit sectoriel ou avec d'autres types de produits. Sectoriel, par exemple, je ne sais pas si les forces de police ont besoin de caméras, par exemple, pour leur mission, etc. Enfin, aller vers d'autres types de clients qui pourraient avoir besoin de ça, donc pas que du loisir ou du sport, ou avec d'autres types de caméras, soit plus robustes, avec un positionnement plus premium, ou à l'inverse, des caméras avec un pricing beaucoup plus accessible. Euh, je m'étais gardé une dernière partie en 4 pour des opportunités d'M&A, croissance inorganique. Je ne sais pas si c'est très pertinent ou pas, mais c'était un peu ça ma structure. Super, merci beaucoup. Avant de répondre, est-ce qu'on a d'autres propositions? J'ai une seconde proposition sur le chat en trois parties. Première partie entreprise, revenu, coût. Deuxième partie marché, compétiteur, pricing.
Et troisième partie, implémentation des solutions, recommandations si on a trouvé des problèmes, changement de prix, de process, etc. Marketing et nouveaux produits et voir si on peut lancer de nouveaux produits sur le marché, si j'ai bien compris. D'accord. Alors, je vais rebondir sur ce qui a été proposé. Juste sur la dernière proposition, peut-être que la partie coût n'est pas très pertinente au regard de du sujet actuel qui est vraiment comment augmenter les revenus. On ne nous a pas forcément encore demandé d'optimiser les coûts. Mais la partie revenus, oui, c'est à regarder, voir comment sont composés les revenus et donc quels sont les leviers de croissance, évidemment. Le marché, oui, et les solutions, bon, ça, on verra à la fin. La structure que tu as proposée, Mathieu, c'est ce qu'on avait en tête, c'est très bien, c'est exactement le type de structure qui est exhaustive aussi et en même temps exclusive entre les différentes parties. Tu commences par le marché et après, tu as les leviers de croissance qui sont à la fois internes et à la fois internes liés au marché actuel et à la fois diversification si on veut aller sur d'autres segments. À voir ensuite ce qu'on met dans la diversification parce qu'il y a plein de choses qu'on peut explorer. Mais en tout cas, c'est exactement la structure qu'on avait en tête. Et c'est une bonne structure en soi pour ce genre de cas de croissance. C'est vraiment la structure qui fonctionne et qui permet vraiment de tout balayer. Donc, partons sur ça, où en effet, donc on parle du marché. Ce qu'on va analyser, ce qu'on est censé analyser en tout cas, c'est à la fois donc, la demande et l'offre dans le marché. Et on verra plus tard, on verra les sous-sections qu'on a mises. Et enfin, les leviers de croissance. Donc, dans le marché, on a à la fois, donc c'est ce que tu disais, hein, Mathieu, donc analyser en fait l'opportunité du marché. Est-ce que c'est un marché qui est en croissance? Quel est le type de client? On peut aussi regarder là la sensibilité prix, l'élasticité prix. Est-ce que le pricing qu'on a correspond aux attentes et par rapport aussi à l'offre concurrentielle? Donc ça, c'est un peu les questions classiques qu'on peut se poser sur le marché. L'offre, donc la concurrence, et où on se positionne par rapport à la concurrence. Et est-ce qu'il y a des produits qui sont similaires et qui peuvent aussi plaire à des prix plus attractifs? Est-ce que nous, on a un avantage concurrentiel? La partie ensuite levée de croissance, c'est la partie vraiment où on va se dire comment, enfin c'est un peu les recommandations. Donc c'est aussi ce qu'on nous a proposé sur le chat, c'est quelles sont les solutions, les recommandations derrière. On va regarder les leviers qui sont à deux niveaux, à la fois dans le marché dans lequel nous on est aujourd'hui. Et là, on va explorer à la fois des leviers qui sont internes, externes. Et c'est là que nous, on met aussi le M&A, par exemple, parce qu'on peut aussi croître à travers le M&A. C'est un peu un moyen de croître, mais en rachetant une entreprise qui fait exactement la même chose dans le marché dans lequel on est déjà aujourd'hui. Ça, c'est un des exemples possibles. Et ensuite, on va regarder tous les leviers de diversification et on va voir ce qui fait le plus sens ou non par rapport à ce que fait aujourd'hui notre client. La particularité du cas, c'est qu'on va vous dire tout de suite qu'on ne va pas forcément creuser la partie marché. On sait que c'est un marché qui est récent, donc au moment où le cas avait été fait, on va se plonger dans une hypothèse où c'est un marché qui est récent, où il y a plein de choses qui sont à faire. Donc, il y a des croissances une croissance qui est potentiellement forte dans différentes géographies d'ailleurs, dans lesquelles aujourd'hui notre client est potentiellement dans des géographies où le client n'est pas. Et le prix pratiqué, c'est un prix compétitif par rapport à ce que la concurrence fait. On peut supposer que des analyses d'élasticité prix ont été réalisées pour arriver à ces 250 € et que l'avantage concurrentiel du client est assez élevé parce que c'est une très bonne qualité de vidéo, de photos qui est aussi recherchée par la clientèle. Donc, on va moins s'intéresser à cette partie marché parce qu'en fait, ça a déjà été fait par le CEO. Et on va plutôt s'intéresser à la partie levée de croissance. Et on va vraiment creuser ça pour le cas. C'est ce qui va vraiment nous intéresser parce qu'on veut des réponses in fine. Sur la partie levier de croissance, je vais reprendre un peu ce que tu as proposé, Mathieu, juste en intégrant donc, la partie M&A, comme je disais, sur une partie un peu plus vraiment dans notre marché, explorer cette piste-là dans notre marché. Mais sinon, c'est un peu l'idée, c'est de se dire, on va regarder le marché actuel versus la diversification potentielle. Est-ce qu'on a des questions Oui, j'ai une avant que question. j'avance? Ouais. C'est pertinent de faire une matrice d'Ansoff dans la partie levier de diversification. Alors, ce que tu as en tête, c'est la partie, donc c'est se dire, on fait une matrice avec les nouveaux produits potentiels, les nouveaux marchés potentiels. C'est ça, hein, c'est la matrice c'est au niveau des produits, au niveau des marchés. Où est-ce que je peux aller en termes géographiques et quel type de produits un peu similaires
je peux un peu rechercher qui peuvent faire sens. Parce qu'il y a des synergies potentielles, par exemple, avec les fabricants en Chine, qui peuvent faciliter en fait l'introduction, ou alors même en niveau marketing, ça fait sens d'utiliser la Cam Pro avec des produits un peu similaires dans le sport ou autre. Oui, on peut utiliser ça, si c'est bien ça, hein, enfin, si c'est ça qui m'a été posé comme question. Oui, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans la partie diversification. C'est regarder un peu ces leviers-là pour explorer tout ça. Et on sera guidé, hein, vous serez guidé. Ok, parfait. Alors, sur la partie donc marché, est-ce que on peut un peu rebalayer, quelqu'un voudrait rebalayer les différents axes qu'on peut regarder du coup, parce qu'on se dit vraiment que l'intervieweur, on se met à la place d'intervieweur qui va vous dire de creuser ça, les levées de croissance et d'oublier la partie vraiment marché. Mais donc, dans les levées de croissance, dans notre marché à nous, qu'est-ce que vous allez regarder comme levée de croissance? Qu'est-ce qui va vous intéresser à la fois au niveau interne et à la fois au niveau externe? Quels sont les différents leviers concrètement que vous aimeriez regarder, que vous pourriez mettre en place? Si on regarde d'abord notre marché, donc si on ne va pas regarder encore la diversification, on ne va pas regarder les nouveaux marchés, les nouveaux produits, on s'axe vraiment sur la Cam Pro dans les marchés dans lesquels notre client est aujourd'hui. Bah là, pour ça, j'utiliserai l'équation revenu égale volume fois prix. Et donc, j'essaierai de jouer un peu sur ces deux volets. Donc, bon, l'un est rattaché à l'autre hein, selon les différentes propositions que je vais faire, mais sur le prix, bah, essayer de jouer, soit augmenter les prix, mais à voir comment répondent nos volumes par rapport à ça. Mais pourquoi pas aller vers des stratégies de discount, par exemple, de promotion, offres promotionnelles, etc., avec des packaging, par exemple. Si on achète une Cam Pro, on peut avoir des réductions sur d'autres produits de sport, etc. Et après, sur les volumes, justement essayer d'aller chercher peut-être des partenariats sportifs, jouer sur un marketing plus agressif et un bon storytelling pour essayer de faire croître nos ventes, etc. Ok, c'est ça, exactement. Donc, c'est exactement la stratégie qu'il faut adopter pour un peu analyser le marché actuel et un peu la performance actuelle et comment augmenter facilement. C'est faire juste, en effet, qu'est-ce que veut dire le revenu? Le revenu, c'est le prix et les volumes et regarder un peu les leviers. Et donc là, c'est bien d'avoir aussi listé l'ensemble des éléments que tu regarderais. C'est ce qu'on attend hein, parce que, en fait, d'abord, on veut tout balayer et ensuite, on va vous guider. Donc là, on est en train déjà de vous guider. On a un peu resserré les taux et on va continuer à le faire au fur et à mesure du cas. Mais c'est toujours bien de lister de manière très tangible, très concrète, ce que vous avez comme proposition d'exploration en tout cas. Donc là, c'est un peu ce que tu as dit, mais je vais quand même vous montrer ce qu'on avait mis. Donc, les différents leviers, c'est donc augmentation de prix. Bien sûr, hein, quand on augmente un prix, on fait toujours une étude hein, d'élasticité pour voir les risques, les pertes de clients potentiels en faisant ça, ou alors qu'est-ce qu'il faut faire en contrepartie comme stratégie. Donc, bien explorer le marché, bien comprendre sa clientèle avant de faire ça. Donc, ça, c'est une des options. L'autre option, donc, c'est augmenter le volume. Et en effet, c'est des stratégies marketing, sales, etc. Il y a le dernier point aussi qui est important à toujours mentionner, c'est le mix produit. On peut produire, donc là c'est toujours au sein du marché, on ne parle pas de diversification de produits, on reste toujours sur le même type de produit, mais c'est juste des versions différentes. Pour avoir avec peut-être plus ou moins cher. Et là, on regarde, hein, il faut faire des analyses marché, voir ce qui peut être pertinent, ce que les clients attendent, qui n'est aujourd'hui peut-être pas honoré. Est-ce qu'il y a des accessoires aussi qu'on pourrait ajouter pour augmenter le panier moyen? Ça, c'est vraiment des histoires de mix produits qu'aujourd'hui, potentiellement, notre client ne fait pas beaucoup parce qu'ils ont un produit principal. Et on peut tout à fait explorer cette piste-là. Pour les leviers un peu plus externes, donc là, c'est aussi ce qui a été mentionné. Donc, des leviers de croissance M&A. Donc là, c'est très simple, hein, c'est un rachat d'une entreprise similaire. Donc, c'est une sorte de consolidation du marché dans la mesure hein, du possible. Et ensuite, comme tu l'as proposé, des partenariats, en effet, on y a pensé aussi, avec des marques, par exemple, dans le sport extrême, puisque c'est un peu notre cible, c'est d'aller chercher des personnes, notamment la cible principale, hein, des personnes qui pratiquent du sport et qui utilisent ce genre de caméra. Donc, peut-être que la piste première, c'est d'aller explorer ce genre de partenariat. Et ensuite, en se diversifiant, on a pu voir que
cette caméra est de plus en plus utilisée pour des loisirs. Donc, on peut aussi aller au-delà du sport extrême, mais des choses beaucoup plus liées au loisir. Ça peut être aussi une piste. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir des partenariats pour croître plus rapidement avec un levier un peu différent des leviers internes. En termes de diversification, est-ce que on peut proposer quelqu'un une idée pareil, de listing de ce qu'il explorerait? Notamment, c'est la personne qui nous a proposé la matrice en chat. Si tu as une idée de vraiment concrètement ce que tu regarderais, ou d'autres personnes, si vous avez des idées de ce que vous regarderiez dans la partie diversification, en sachant que certaines choses ont déjà été mentionnées. Hein. Est-ce qu'on a des propositions ou pas? Je ne crois pas que j'en vois là sur le… J'ai une Ah, proposition, nouvelle géographie, voir les nouvelles géographies du coup, les nouveaux produits et nouveaux clients. ok. Toujours la même proposition, on peut penser à une diversification en termes de géographie. Mhm. C'est ça. Donc, en termes de géographie, tout à fait. Peut-être qu'on peut lancer le produit très facilement dans de nouveaux pays. C'est assez simple, le produit existe déjà. Et peut-être qu'il y a des pays où juste la régulation le permet très facilement. Il y a des synergies très, très possibles entre les pays actuels et les nouvelles géographies potentielles. Donc là, c'est un axe, c'est une piste assez simple qu'on peut explorer et qui peut être assez rapide aussi à implémenter. Au niveau sectoriel, en effet, on peut commercialiser de nouveaux produits, mais toujours en gardant l'ADN de la startup. Peut-être une montre connectée pour sportifs, puisque l'ADN initial, quand même, c'est les sports extrêmes, ou en tout cas les sports. Donc, on peut aussi penser à ça en gardant cet ADN-là. Vous avez donc aussi évoqué les gammes différentes. Potentiellement, on peut se diversifier et là, c'est peut-être un risque supérieur, mais peut-être des gammes différentes avec un naming différent qui peut aussi aider à diversifier les streams de revenus. Enfin, un dernier point je ne crois pas que ça a été évoqué, mais c'est regarder potentiellement d'autres types de canaux de distribution. On a mentionné qu'ils étaient distribués via des retailers, via des distributeurs. Euh, et aussi en direct via le site web, donc c'est en e-commerce uniquement, peut-être un réseau de magasins physiques de Campro pour diversifier, pour aussi créer, je pense, un aspect aussi marketing, puisque on acquiert de nouveaux clients aussi grâce à un réseau de magasins qu'on a en direct. Ça crée de la notoriété qui est beaucoup plus faible via des retailers, via des distributeurs. Euh, donc ça peut être aussi un axe à explorer dans cette partie de diversification. Est-ce qu'on a des questions ou pas? Non, pas sur le chat, j'ai d'autres propositions, mais je pense qu'on a déjà balayé toutes les propositions possibles. Ok, super, on va pouvoir avancer. On va là, une fois que vous êtes arrivé là, vraiment le but, c'est vraiment de lister de manière hyper concrète tous ces éléments-là pour montrer que que vous avez en fait compris exactement la problématique où le client veut aller, lui explorer lui lister toutes les opportunités qu'il a. Et à partir de là, en fait, ce qui on va vous guider et on va vous expliquer en fait la suite du cas. Parce qu'on va vous guider vers un peu le segment qu'on veut un peu explorer et comprendre un peu plus concrètement, en tout cas en termes quantitatifs, le chiffre d'affaires de Campro. Ce qu'on va regarder d'abord, on va vous donner quelques éléments pour comprendre un peu le chiffre d'affaires de Campro pour l'année à venir. Et c'est un peu les prévisions actuelles sans avoir nos levées de croissance, sans la raison pour laquelle nous, on a été mandatés. Mais c'est un peu ce que vous aviez posé en question clarificatrice, c'est où en est aujourd'hui Campro, où en sera en tout cas Campro dans l'année qui arrive. Ce qu'on sait et les éléments qu'on va vous donner comme data, c'est que la France, c'est le pays où Campro réalise 60% de son chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment le pays numéro 1 pour Campro. Le reste du chiffre d'affaires est réalisé dans d'autres pays. Hein. On ne va pas vous lister l'ensemble des pays, mais en gros, les 40% restants sont à l'international. Campro, en France, détient 30% du marché, de part de marché. Et en 2024, Campro prévoit que le marché adressable en France sera de 20 000 personnes. Avec tous ces éléments, est-ce que vous pouvez calculer donc le chiffre d'affaires que Campro prévoit de réaliser en 2024
sans, donc encore une fois, sans les leviers de croissance, sans la raison pour laquelle on a été mandaté. Donc, ce sera un peu ce chiffre d'affaires qui stagne et que Campro réalise déjà. Comment très simplement, c'est assez simple, mais comment vous calculez le chiffre d'affaires? Euh, Est-ce on cherche à calculer le chiffre d'affaires en France ou le chiffre d'affaires total de Campro ici? Total. En fait, les datas qu'on vous a données, c'est vraiment juste des data points pour calculer le chiffre d'affaires. Donc, en effet, il y a un des points qui est de dire que la France est 60% du chiffre d'affaires de Campro. Mais là, la question finale, c'est quand même de regarder le chiffre d'affaires au global, hein, enfin, pour la société. C'est vraiment hyper classique, hein. Il n'y a pas du tout de piège là. C'est un calcul très assez simple. Et si vous manque des données, si vous considérez que vous n'avez pas toutes les données pour pouvoir arriver au résultat, c'est aussi possible, hein. Donc, n'hésitez pas à dire comment vous le feriez pour arriver au résultat final. Et ensuite, voilà, la donnée qui me manque pour y arriver, en revanche, c'est ça. Ça, c'est aussi une possibilité lors d'un cas réel de le faire comme ça. Et c'est justement ce qui est attendu. C'est pas de d'abord calculer. C'est vraiment de montrer quel est le but final et comment vous arrivez au chiffre final. J'ai une proposition sur le chat, 250 euros fois 20 000 personnes égale 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, il faut bien, du coup, bien écouter ce qui a été dit, en tout cas lire là sur la slide. Le 20 000 personnes, c'est le marché adressable en France. Donc, c'est la totalité du marché, ce qui ne veut pas dire que notre client a la totalité du marché. Oui, bah, c'était écrit un message en dessous, du coup Ah, 30% de part de marché et on multiplie. Et du coup, pour te donner une réponse plus exacte, ça fera ok. 30% fois 20 000 fois le prix moyen égale le chiffre d'affaires en France. Ensuite, le chiffre d'affaires en France fois 100 sur 60 pour avoir le chiffre d'affaires total. Ok, il manque un data point là pour y arriver. J'ai une proposition qui dit chiffre d'affaires égale 60% fois 1,5 million plus 40% fois Y. Ouais, alors ça, on revient on oublie la part de marché ici, parce qu'on 1,5 million, c'est comment on arrive au 1,5 million? Peut-être que non, la part de marché avait déjà été prise. Ouais. Non, c'est bon. Du coup, là, c'était pris, mais il manque encore un data point. C'est vraiment lié à la définition du marché adressable. Est-ce que c'est le panier moyen qui manque comme Non, data? c'est 250 euros. On considère que le panier moyen, c'est égal à une cam pro, une caméra. Donc là, si je résume juste ce qui a été dit pour être sûr qu'on est tous alignés. Donc, on s'est dit qu'on prenait 20 000 personnes, qui est le marché adressable, en France. On considère que du coup, la part de marché de Campro, c'est 30%. Donc, on prend 30% de ces 20 000 personnes et que chaque personne paye 250 euros. Là, on a un chiffre d'affaires. En faisant ça, on considère que le marché adressable, c'est 30%, c'est le marché réel. Mais en fait, il manque encore un élément de transition pour arriver au marché global réel. Le taux de pénétration. Exactement, c'est ça. Le marché adressable, en fait, ne dit pas le taux de pénétration. Donc ça, c'est théoriquement, voilà, ça c'est le marché adressable, c'est l'ensemble des personnes qui pourraient acheter une cam pro. En revanche, sur ces 20 000 personnes, le taux de pénétration, donc vraiment l'acte d'achat, n'est pas forcément de 100%. Donc là, il faut le taux de pénétration. Donc c'est la formule qui est énoncée ici, hein. Donc c'est quasiment ce que vous aviez dit, mais il manquait juste ce point-là. Donc c'est la multiplication de tous ces éléments. Et donc là, n'hésitez pas à poser la question du taux de pénétration qui ne vous avait pas été donné, mais à dessein pour que vous y pensiez, parce que quand on vous dit marché adressable, il faut penser au taux de pénétration. Et donc là, en l'occurrence, il est de 80%.
Donc, j'ai peut-être donné le résultat final parce que je pense que tout le monde avait un peu donné le calcul quand même de base. Et donc là, on est à 20 000 fois donc 80% fois 30% fois 250 euros, soit 1 million 2. Peut-être pour la suite, du coup. Donc là, on a le chiffre d'affaires en France. Mais je pense que ça nous avait déjà été donné si on voit un peu les questions, les réponses. C'était le chiffre d'affaires en Voilà. France, 100 sur 60 pour avoir le CA total. Ouais, c'est ça. Donc, on reprend, vu qu'on sait que c'est 60% du chiffre d'affaires, on veut savoir les 40% manquants, en gros. Donc, on arrive à, en multipliant par, donc on a fait 0,4 divisé par 0,6, on arrive à 800 000 euros pour le chiffre d'affaires à l'international. Donc là, c'est ce qu'on voulait. Nous, on voulait avoir les 1,2 million plus combien pour avoir le total. Et donc, le total, il est à 2 millions. Donc là, il y a un petit quoi que c'était 2024. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie, hein? Comme vous le voyez, c'est vraiment juste de manière très simple, chiffrer le chiffre d'affaires prévu. Et c'est d'ailleurs une des questions, hein, que vous aviez posées dès le début du cas. Je n'ai pas répondu parce que je savais que c'était la question quantitative qu'on avait et qu'on allait faire ensemble. Mais parfois, vous allez avoir des cas où vous aurez tout de suite ce chiffre et ce n'est pas le but du cas de calculer ce chiffre. Le but du cas, c'est de calculer d'autres types de chiffres. C'est possible. En l'occurrence, c'était pas fait comme ça. J'ai une autre question encore sur le format des entretiens. Typiquement, qu'est-ce qui est éliminatoire en entretien dans cette partie-là? Honnêtement, c'est difficile de répondre à cette question. Il n'y a pas, on ne peut pas forcément dire ce qui est éliminatoire. Moi, je pense que ce qui est toujours bien, vraiment sur une question quantitative, c'est de rappeler l'équation. C'est le plus important. La partie chiffre d'affaires égale. Donc, c'est quoi un chiffre d'affaires? Comment vous le calculeriez? C'est le marché adressable fois le taux de pénétration fois la part de marché fois le prix unitaire. Là, j'arrive à mon chiffre d'affaires en France. Je sais que c'est que 60% et je remultiplie pour avoir le chiffre d'affaires international. Si on voit déjà que vous avez le raisonnement pour arriver au résultat final, bah, c'est ce qui compte. Il n'y a pas, enfin, il y a rien d'éliminatoire. C'est juste si vous n'avez pas le raisonnement, le bon raisonnement, si les calculs derrière sont pas corrects, etc. Oui, ça va forcément rendre plus difficile l'aboutissement du cas. Mais il y a plein de paramètres qui entrent en compte. Il n'y a pas une chose qui va être éliminatoire. En revanche, il faut vraiment être logique et avoir tous ces éléments. Typiquement, oublier le taux de pénétration, c'est pas grave de l'oublier des démarrages, mais si on vous challenge et que vous y pensez par la suite, bah, vous avez quand même, vous y avez pensé, donc c'est pas du tout un problème. C'est juste que si vous n'y pensez jamais et que vous considérez que le marché adressable égale le marché final, bah là, c'est un peu plus problématique. Et de même, hein, dans un cas, la structure aussi est hyper importante. Là, c'est la question numérique, c'est pas du tout la seule brique. Il y a aussi la partie structurer le cas, être concis, exhaustif, penser à tous les éléments, être à l'écoute, suivre la direction qu'on vous donne pendant le cas. Ça aussi, c'est hyper important. Donc, il y a tellement de paramètres que c'est difficile de dire qu'est-ce qui est vraiment éliminatoire. Et j'ai une autre question sur le chat. D'où vient le 80%? Je pense que c'est une donnée. C'est une donnée. C'est comme on vous a dit, honnêtement, les 60% de chiffre d'affaires, 30% de part de marché, etc. C'est des données. Et on ne vous l'a pas dit. Et ça peut arriver, hein, lors d'un cas réel. On vous donne plein de petits data points de données pour vous permettre d'arriver à un calcul. Mais peut-être qu'il y a une donnée qui manque. Et en fait, on ne va pas vous la donner à dessein parce que c'est un des éléments de logique que idéalement vous devriez poser comme question et c'est attendu du candidat. Donc, c'est à dessein qu'on ne vous l'a pas donné. En revanche, le chiffre 80%, ce n'est pas du tout utile dans le cas. Enfin, c'est évidemment une question à poser et on vous le donnera lors du cas, hein. Donc là, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est juste dit le chiffre d'affaires de 2 millions. On n'a pas répondu à la question de la croissance. Mais là, encore une fois, on va vous guider parce que le CEO a vraiment une bonne idée de ce qu'il souhaite réaliser. Enfin, en tout cas, où il souhaite réaliser une fois que vous avez discuté avec lui de tous les leviers possibles. Il revient vers vous avec un peu l'idée de la stratégie géographique, donc de la diversification géographique. Et nous, on a regardé en fait les différents types de marchés qui pourraient pénétrer pour se diversifier dans lesquels il n'est pas aujourd'hui. On a regardé donc l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas, qui sont des marchés assez proches géographiquement, pertinents aussi en termes de taille. Mais voilà, on voulait évaluer, les comparer pour comprendre lequel serait le plus pertinent parce que demain, le CEO n'ira pas dans les 3 marchés en même temps. Ça, on le sait. Donc, on vous donne ces tableaux, à la fois de taille de marché, de la part de marché qui est estimée pour Campro. Ça, pareil, c'est des données qu'on va vous donner pour simplifier le cas, pour aller plus vite aussi. Et le type de distribution qu'on peut avoir dans ces marchés-là.
avec la répartition par marché. Quand vous avez ça, qu'est-ce que vous faites instinctivement pour répondre à la question de quel marché, selon ces données-là, quel marché vous semble le plus pertinent? Là, dans un premier temps, ce serait de multiplier la taille de marché par la part de marché qu'on pourra avoir pour déjà comparer d'un point de vue des ventes ce qu'on pourrait obtenir pour chaque pays. Et puis après, en deuxième temps, apporter un petit peu plus de nuances selon les canaux de distribution et pourquoi pas expliquer aux clients que selon les différents types de canaux, il y aura peut-être une profitabilité qui sera différente. Alors je sais que c'est pas un cas de profitabilité, mais d'apporter un petit peu plus de nuances quand même aux clients tout en conservant cet objectif de croissance des revenus. Oui, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu dirais sur la partie, sur cette nuance-là? Qu'est-ce que instinctivement t'apporterais comme réponse au regard du tableau que tu as? Ouais, alors instinctivement, je dirais que en site web, on peut obtenir plus de marge parce qu'il n'y aura pas cette commission qui sera prise par les distributeurs ou les retailers. Donc, si par exemple euh, le volume, la taille de marché pour l'Allemagne est inférieure à l'Autriche ou aux Pays-Bas, on pourra quand même expliquer que néanmoins on pourra rentrer directement dans le pays avec notre site web et que ça nous accordera un bel avantage. Là où en Autriche, on sera très dépendant de nos retailers et de nos distributeurs et donc on maîtrisera peut-être moins cette commission ou le prix final pour le consommateur, etc. Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, en effet, une fois qu'on a fait les calculs, si c'est simple, bon, bah, très bien, si c'est l'Allemagne qui l'emporte, là, a priori, selon le tableau 2, c'est l'Allemagne qui va l'emporter, selon ce que tu viens de dire, hein, la commission. Donc, bien sûr, on parle de profitabilité, mais c'est quand même un élément intéressant à intégrer en l'occurrence, parce qu'on a ce tableau-là. Donc, si l'Allemagne l'emporte en plus de manière en chiffre d'affaires, bon, bah, clairement, on va là-dessus. Si c'est un autre pays qui l'emporte, on se pose la question que tu as posée, hein, c'est tout à fait ça. Et on peut même répartir le chiffre d'affaires par segment et ensuite demander bah, la marge qu'on pourrait réaliser par segment et voir si en absolu, où est-ce qu'on gagne le plus, en fait. Donc là, comparer vraiment derrière en profitabilité. Ça a une possibilité. Mais la première étape, hein, c'est de dire ce que tu as dit, c'est-à-dire calculer d'abord le chiffre d'affaires. Et là, en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que l'Allemagne l'emporte déjà en termes de chiffre d'affaires. L'Allemagne l'emporte en plus en termes de commission que tu as évoqué. Donc là, je dirais que c'est presque un no-brainer que l'Allemagne semble être le marché le plus intéressant. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur ce sujet, sur ce point-là? Oui, je vois un commentaire qui dit challengé par les Pays-Bas. Oui, tout à fait. Ils sont très proches. Les deux sont intéressants. Donc peut-être qu'en temps 1, on se dit l'Allemagne. On va regarder aussi les difficultés en Allemagne. Est-ce que, en termes régulatoires, parce que là, c'est juste une analyse vraiment quantitative. Ensuite, il y a une analyse de faisabilité qu'il y a à faire, à la fois en termes opérationnels, en termes de régulation, en termes aussi peut-être d'équipe, hein. Peut-être que c'est plus simple et c'est plus proche d'aller en Pays-Bas que d'aller sur une partie de l'Allemagne, en termes de territoire, etc., de maillage, etc. Donc, il y a plein d'autres choses qui sont analysées de manière plus qualitative, en tout cas de manière plus opérationnelle. Mais juste sur la base de ces données-là, voilà le résultat qu'on va avoir. Et la nuance qu'on pourra apporter encore, c'est au niveau de la recommandation finale. J'ai une question, mais à travers le site web, ça sera pas difficile d'atteindre des clients par rapport au cas où si l'on passe par des retailers qui ont déjà des clients en place, sur place. Oui, bien sûr. Alors, après, c'est d'où la ligne en fait, d'estimation de la part de marché, c'est 35% en Allemagne. C'est aussi l'estimation qui a intégré cette notion donc, de site web versus retailer versus distributeur. Et c'est aussi par rapport à la structure du marché en Allemagne. Peut-être qu'il y a moins de concurrence en Allemagne. Ça va être aussi par rapport au produit que nous, on propose, qui est plus qualitatif, plus performant. Bah, c'est un marché qui va davantage trouver sa place en Allemagne et on va capturer plus rapidement les 35% de part de marché. Mais derrière, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effort marketing à faire, etc., hein, évidemment. Et notamment en e-commerce, en D2C, où il va falloir sponsoriser potentiellement des ads en ligne pour recibler les bons clients sur les bons canaux en ligne, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coût, hein, associé derrière, mais en tout cas, il n'y a pas la commission, la grosse commission qui est prélevée par les retailers et les distributeurs. Et ça, c'est vraiment hyper pertinent. Et est-ce que les infodistributions ne servent que pour l'aspect rentabilité? Oui, là, en l'occurrence, on l'a utilisé pour la partie vraiment profitabilité
parce qu'il y a cette commission. Et c'est vraiment, en fait, vous ajoutez un intermédiaire, forcément, et c'est des commissions, on ne parle pas de 1% de commission, on parle de commissions plus significatives, beaucoup plus significatives. Et donc, c'est vraiment un vrai sujet que de pouvoir les bypasser, de passer en direct, mais quand même, comme quelqu'un l'a très bien mentionné, hein, avoir sa clientèle. Donc, c'est un site web, derrière, il y a plus de challenge parce qu'il faut acquérir les clients en direct. Mais on a quand même estimé les 35%, c'est parce qu'il y a quand même des leviers, il y a une différenciation possible, il y a un avantage concurrentiel du produit. Mais derrière, il faut être bon en marketing, il faut mettre une stratégie en place de marketing, de communication pour atteindre cette part de marché, hein. Et c'est vraiment les challenges qu'on va pouvoir soulever et qu'on va pouvoir aussi creuser par la suite dans les recommandations en fait finales qu'on va à la fin du cas. Et c'est tout l'objet de la conclusion, c'est de soulever tous les points que vous soulevez ici qui sont tout à fait corrects. Et j'ai une toute dernière question avant la conclusion. Est-ce qu'on peut, si j'ai bien compris, est-ce qu'on peut challenger les données de l'intervieweur, par exemple les 30% ou 50% du site web en Allemagne? Oui, alors ce n'est pas l'objectif du cas en l'occurrence. Et généralement, un cas, quand on vous donne des données, on vous dit voilà, on vous donne ces données, on ne les challenge pas trop. L'idée, c'est d'analyser les données, de faire les calculs nécessaires, les calculs pertinents pour résoudre le cas et les analyses, les so what, hein, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce qu'elles vous disent ces données. Les challenger, dire que c'est pas très réaliste ou que c'est trop réaliste, oui, vous pouvez avoir un avis, mais c'est pas ça qui va être évalué à la fin du cas, hein. Ok. En revanche, si un intervieweur vous dit qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez que le client peut atteindre en termes de chiffre de taille de marché, ce qui est rare en général, on ne va pas vous dire qu'est-ce que vous en pensez, ce n'est pas vraiment l'objectif. Si on vous dit ça, bah, l'idée c'est de dire moi je pense qu'il peut atteindre mettons 30% parce que, et là vous listez qualitativement les raisons pour lesquelles vous pensez que 30% c'est un bon chiffre, par exemple de taux de taille de marché, de pourcentage de capture de taille de marché. Et peut-être que le rationnel derrière, c'est que en France, il fait autant, donc peut-être qu'à l'étranger, il peut y arriver. Voilà, c'est un peu des analyses un peu rapides. En tout cas, c'est un rationnel rapide qu'on peut avoir. Et si c'est uniquement si ça vous est demandé. Sinon, vous demandez le chiffre, hein. Je crois qu'il y avait une question sur la partie, juste rapidement, sur le taux de pénétration. Quelqu'un disait pourquoi c'est pas 100%. Je vais, Ça peut être 100%. C'est très rare dans le monde réel qu'un taux de pénétration soit à 100% d'un marché adressable, mais ça peut l'être. Ça ne veut pas dire que ce ne l'est pas. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a un taux de pénétration, qu'on intègre cette métrique-là, cette variable-là, qu'il ne peut pas être à 100%. En revanche, ce qui est important dans le cas, c'est de le mentionner. C'est de dire qu'il y a un taux de pénétration à prendre en compte et que vous avez envie de savoir ce que c'est que ce taux de pénétration. Si vous dites que moi, mon hypothèse est 100%, pourquoi pas? Mais derrière, là, en l'occurrence, l'intervieweur vous dira non, il est de 80%. Le mieux, c'est de poser la question. Quel est le taux de pénétration? Ok. J'ai une dernière question sur le chat. Cela fait-il également sens de poser des questions sur la croissance sous-jacente des marchés adjacents? Complètement. Et d'ailleurs, c'est un très bon point. Là, on a une analyse très statique. Et c'est très intéressant de dire quelque chose ce que je vais creuser par la suite, hein. À la fois, vous avez nuancé avec les risques. Est-ce qu'on va vraiment atteindre les 35%? Est-ce que 50% en e-commerce, ce n'est pas un risque parce qu'il faut faire beaucoup de marketing? Donc ça, c'est des très bons points pour les nuances, pour montrer les risques. Et l'autre point, c'est de dire le marché, c'est tant aujourd'hui. Ma part de marché est de temps aujourd'hui. Est-ce qu'on a des hypothèses de croissance du marché dans chacun de ces pays pour faire l'analyse à 2 ans, par exemple? Ça, c'est évidemment, et c'est un très bon point à souligner. Là, on n'a pas la data, ce n'est pas le but du cas, mais si vous le dites, ça montre aussi que vous avez un marché ne se limite pas à ce qui se passe aujourd'hui, évidemment. Est-ce que quelqu'un veut faire une petite synthèse rapide pour la conclusion, les recommandations et souligner un peu tous les éléments qu'on vient de se dire? Vas-y. Euh, pour répondre à la problématique de notre client qui est d'observer une stagnation de ses revenus, on lui recommande euh, de partir sur une diversification géographique et de se lancer en Allemagne. Pourquoi? Parce que ça représente un pays avec la plus forte taille de marché.
et puis qu'on a potentiellement de bonnes marges avec les différents canaux de distribution. Néanmoins, il faudra nuancer et regarder un petit peu plus en détail quels seraient les risques à intégrer ce pays, que ce soit d'un point de vue régulatoire ou de la croissance future. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait proposer une client une nouvelle étude qui consisterait à faire une analyse précise du marché allemand pour savoir comment est-ce qu'on pourrait le pénétrer efficacement. Ok, super, merci beaucoup. La seule chose, juste un point, tu as dit taille de marché, c'est sur la base de la taille et de la part de marché. Oui, oui. C'est les deux éléments, c'est pas parce que c'est un gros marché que c'est le plus pertinent. Mais oui, tout à fait. Euh, Donc, c'est ça. Donc, on se dit que. Et c'est très bien d'être allé directement à la réponse, puisque c'est la question abordée. C'était ce que je fais hein, concrètement pour augmenter mon revenu. Là, on va recommander aux clients de se diversifier géographiquement, comme tu as dit, dans le marché allemand, avec la caméra d'action portable. Et pourquoi on l'a dit hein, très rapidement. Et ensuite, les next steps, comme tu l'as évoqué, hein, c'est de se dire on ne va pas se limiter à cette analyse, mais on va aussi approfondir l'analyse du marché allemand. Donc, à la fois le coût d'entrée en termes de profitabilité. Donc là, on va analyser davantage les coûts. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour entrer à un marché, ben, on a évoqué, il y a des coûts marketing. Pour atteindre les chiffres qu'on a prévus, ben, il faut investir en marketing, aussi en people, en personnel, puisqu'il faut peut-être recruter du personnel sur place. En canaux de distribution, mieux comprendre un peu comment ça se passe, donc des analyses un peu plus approfondies. Donc ça a un coût qu'il faut prendre en considération. Toute la partie aussi faisabilité donc, que j'évoquais hein, sur la partie donc, opérationnelle, régulatoire. Mieux comprendre aussi le marché. Donc, vous avez évoqué la croissance du marché, donc ça aussi l'intégrer à ce moment-là. Et la stratégie concrètement de go-to-market. Comment j'y vais? Là, c'est vraiment le planning avec la roadmap, quel horizon de temps, etc. Mettre en place. Donc ça, c'est un peu toutes les stratégies futures pour pouvoir se lancer dans un nouveau marché. Et, avant de passer au pack, j'ai une toute dernière question sur le chat. Est-ce qu'il faut aussi parler des risques? Oui, on peut. Alors, il n'y a pas de il faut, mais honnêtement, on peut, surtout sur un marché comme ça de croissance, où à la fin, la finalité, c'est de se dire qu'on va entrer à un nouveau marché. C'est évident qu'il faut étudier davantage le marché. Vous n'allez jamais avoir le temps d'étudier le marché sur une demi-heure de cas. Donc, de manière plus globale, ce qu'il faut dire, c'est à la fois analyser la faisabilité opérationnelle, régulatoire. Donc, c'est des études plus qualitatives de marché, l'analyse de marché plus concrète, les coûts qui sont sous-jacents et la stratégie go-to-market une fois qu'on dit que c'est un bon marché. Mais dans la faisabilité, vous pouvez aussi évaluer donc évidemment les risques, puisque dans la régulation, il y a peut-être des risques. Dans l'opérationnel, il y aura peut-être des risques. Enfin, le risque est un peu à tous les niveaux. Donc oui, surtout sur un marché comme ça, sur une recommandation, une telle recommandation, il y aura de risques. Donc il faut évidemment les énoncer si vous les avez, ou alors les intégrer dans la réponse qu'on a faite dans chacune des thématiques, en tout cas, qui est abordée. Hein. Merci beaucoup, Feriel, pour cette étude de cas. Et pour les personnes qui sont en recherche de stage ou de CDI en conseil en stratégie, je vous invite à faire un tour sur notre site internet pour découvrir nos packs. Nous proposons 3 packs différents, flexibles et sans engagement, où vous trouverez 8 cours fondamentaux pour optimiser votre dossier de candidature, préparer les entretiens et comprendre en profondeur le métier de consultant. Nous avons aussi 172 études de cas réels qui sont tombées en entretien et qui sont corrigées par des professionnels en poste. 14 fiches secteurs pour améliorer votre business sense et mieux appréhender ces cas. Et 17 fiches sur les cabinets les plus prestigieux en conseil en stratégie et qui recrutent pour des stages et des CDI. Et enfin, des webinaires et des podcasts exclusifs avec des consultants pour avoir des retours d'expérience un peu plus concrets. Merci encore une fois, Feriad, pour cette étude et merci à vous tous pour votre participation. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne année. Voilà. Merci tout le monde. Très bonne année, très bonne fête.